3 rangers disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Tout d'abord, Erik Larsen a disparu dans la neige, ne laissant derrière lui que des empreintes de pas parfaites qui s'enfonçaient dans le néant. Puis, Erik Peterson a signalé avoir vu des silhouettes silencieuses avant de disparaître à son tour, laissant derrière lui des dizaines d'empreintes inconnues qui ne menaient nulle part. Enfin, Sarah Newton a disparu avec sa Jeep de service, les phares allumés et le moteur en marche, comme si elle n'avait jamais été là. Ces cas sont séparés par des années et des centaines de kilomètres, mais ils ont un point commun. Ils sont inexplicables, et à chaque fois, les radios sont laissées sur place, allumées, sans signal. Que se passe-t-il dans les parcs nationaux américains et pourquoi les Rangers sont-ils les premiers à disparaître? Février 1988 a été un mois exceptionnellement enneigé pour le parc national de Yosemite. Au début du mois, un puissant cyclone a balayé la Sierra Nevada, déversant de lourdes chutes de neige sur les cols montagneux. L'épaisseur de la neige fraîche dépassait 1,5 m à certains endroits. Pour la plupart des touristes, la saison était terminée, mais les patrouilles dans les zones de haute altitude se poursuivaient. La région de Badger Pass est l'un de ces endroits, déserte, difficile d'accès, mais obligatoire à inspecter après une chute de neige, en raison du risque d'avalanche et de sentiers bloqués. Ce jour-là, la patrouille était dirigée par Erik William Larsen, un garde forestier de 35 ans ayant 8 ans d'expérience. Ses collègues le respectaient pour sa fiabilité et son calme. Il faisait partie de ceux qui suivaient toujours le protocole à la lettre. Grand et mince, ayant l'habitude de porter 2 paires de chaussettes même en été, il considérait son travail comme une mission personnelle. La base de Wavon a reçu son dernier appel à 11h14. Il signalait qu'il avait atteint la bifurcation au point d'observation, que la neige lui arrivait aux genoux, qu'aucune avalanche n'avait été repérée et qu'il continuait sur sa route. Il a dit cela comme d'habitude, clairement, sans s'agiter, et n'est plus revenu à l'antenne. Lorsque l'officier de service a tenté de le contacter à 13h, il n'y a pas eu de réponse. Dans un premier temps, ils ont pensé qu'il était simplement entré dans une zone où la radio ne pouvait pas l'atteindre. À 15h, l'inquiétude a commencé à grandir. La couverture était bonne dans la zone où Larsen se trouvait et il rompait rarement son programme de communication. À 16h30, la direction a décidé de lancer une recherche urgente au sol. Une équipe a été rapidement constituée, composée de 2 gardes forestiers et d'un sauveteur expérimenté, qui sont partis en motoneige sur une piste bien tracée. 1 heure plus tard, à 17h50, ils étaient en pied sur place. À l'orée d'une clairière, à côté d'une piste enneigée, l'un des gardes forestiers a remarqué une radio noire posée directement sur la neige. Elle était allumée. Il n'y avait aucun signe de chute ni d'empreinte de main sur le boîtier. Elle semblait avoir été soigneusement posée sur la neige. Il n'y avait aucune autre trace autour, seulement une chaîne transparente d'empreintes de bottes de Larsen menant vers la clairière. Elles s'arrêtaient swing brusquement au milieu de l'espace enneigé où il n'y avait ni buissons, ni rochers, ni plaques de neige fondue. Les traces menaient au milieu de la clairière et disparaissaient. C'est à cet endroit que Larsen semblait avoir disparu. Il n'y avait aucune trace de son retour, aucun déplacement de neige, aucun signe d'avalanche. Les enquêteurs ont décrit l'endroit comme anormalement intact, comme si personne n'y avait jamais mis les pieds. L'un des gardes forestiers a écrit dans son rapport « La neige semblait fraîche, comme si elle était tombée pendant la nuit, mais il n'y avait que ces traces qui disparaissaient au centre. » Là, à 1 mètre du lieu de la disparition, ils ont trouvé un autre détail, un petit morceau de tissu gelé dans la neige. C'était un morceau d'uniforme.
Le reste de l'équipement avait disparu. Le lendemain, une recherche à grande échelle a commencé. Plus de 40 personnes, 5 motoneiges et 2 hélicoptères ont participé aux dames recherches. Ils ont fouillé une zone d'un rayon de plus de 3 km. Aucun signe de mouvement, de lutte ou de blessure n'a été trouvé. L'état de la neige était extraordinaire. Elle était intacte, même près de la radio. La couche de neige était solide et ne s'effondrait pas. Selon les calculs des météorologues, elle n'aurait pas pu cacher des traces humaines en si peu de temps. Il n'y avait pas eu d'avalanche dans la région depuis décembre. Il n'y avait aucun signe de présence animale, à l'exception de quelques traces de renards à proximité. L'un des enregistrements de la station météorologique a capté un bruit étrange sur le canal de communication standard des gardes forestiers entre 11h30 et 11h37, presque immédiatement après le dernier appel de Larsen. L'enregistrement a été conservé sur bande magnétique dans les archives de la station. Le bruit a été décrit comme saccadé et étouffé, sans voix ni modulation apparente. Certains employés l'ont entendu en direct et ont pensé qu'il s'agissait d'un problème technique ou d'une interférence due au vent. Plus tard, des experts du service des communications ont écouté l'extrait. Personne n'a pu dire avec certitude de quoi il s'agissait. Les données relatives aux anomalies de fréquence ont été envoyées aux archives. Au 5e jour des recherches, la région de Badger Pass ressemblait à un champ de bataille. Les hélicoptères effectuaient 6 vols par jour et les sauveteurs ratissaient de la neige à l'aide de drapeaux et de sondes. Environ 70 personnes étaient mobilisées, dont 3 alpinistes professionnels et 4 maîtres chiens. Malgré des efforts intensifs, chaque jour n'apportait que des déceptions. Aucun nouvel indice n'apparaissait. La seule chose qu'ils ont réussi à trouver, c'est le 4e jour, à 8 mètres, au sud-est du lieu de la disparition, lorsqu'un sauveteur a marché sur quelque chose de dur, sous une couche de neige tassée. Il s'agissait d'un morceau de plastique noir. Il portait la marque Motorola, le même modèle que la radio de service. Mais celle trouvée le premier jour avait un boîtier intact. On ne savait pas s'il s'agissait d'un autre appareil ou d'une partie d'un équipement inconnu. Plus tard, après vérification des numéros de série, il s'est avéré que le fragment trouvé n'appartenait pas à Larsen. Au fil des jours, les enquêteurs avaient de moins en moins d'explications rationnelles. Diverses théories ont été avancées, allant d'une désorientation soudaine et d'une chute dans un ravin caché par une crevasse à une attaque animale. Mais aucune d'entre elles n'expliquait l'essentiel. Pourquoi les traces s'arrêtaient-elles au milieu d'une zone dégagée? Pourquoi n'y avait-il aucun point d'entrée ou de sortie à proximité? Et où se trouvait le corps? Même les participants les plus sceptiques à l'opération ont commencé à admettre qu'il était arrivé quelque chose qui dépassait la logique habituelle à Eric. Une attention particulière a été accordée à un récit fait par Phil Taylor, employé du parc, le 7e jour des recherches. Il s'est souvenu d'un cas similaire survenu en janvier 1976, également dans la région de Badger Pass. À l'époque, un skieur de Sacramento qui était parti en solo avait disparu. Ses skis avaient été retrouvés enfoncés dans la neige au début de la descente, mais il n'y avait aucune trace de lui au-delà de ce point. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'incident a été classé comme accident. Taylor a admis qu'il ne s'en était souvenu qu'après avoir vu les traces de Larsen disparaître si brusquement, comme coupées par un couteau. Le 9e jour, les recherches ont été interrompues. La raison officielle était la détérioration des conditions météorologiques et le danger d'avalanche dans la direction sud. La température a commencé à baisser fortement et les prévisions annonçaient déjà moins 20 degrés pour la nuit. L'opération est passée en phase de surveillance. Les parents d'Eric ont été informés qu'il y avait encore une chance qu'il ait pu atteindre un abri ou un refuge temporaire. Cependant, il était déjà présumé mort de manière non officielle.
Sa mère, Karen Larson, a refusé de quitter Yosemite et a continué à fouiller la zone par ses propres moyens jusqu'à ce qu'elle soit victime d'hypothermie 2 semaines plus tard et soit hospitalisée. Au printemps, lorsque la neige a commencé à fondre, une deuxième recherche au sol a été menée. Des géomètres et des maîtres chiens ont réexaminé la zone où le garde forestier avait disparu. Cette fois, ils s'intéressaient à l'endroit où les traces s'arrêtaient. Sous une couche de neige, ils ont trouvé une couverture végétale, dense, sans fissures, terrier ou dépression. Une analyse spectrale de la neige et du sol a été effectuée, mais aucune anomalie n'a été détectée. 8 mois plus tard, l'affaire a été officiellement classée comme « disparition dans des circonstances inexpliquées ». Le badge de Larson est resté dans les archives du parc en tant que pièce commémorative. Sa famille n'a jamais reçu d'explication. Aucune des théories avancées, avalanche, désorientation soudaine, chute, attaque animale ou départ volontaire, n'a été confirmée. Aucun équipement, à l'exception de la radio, n'a été retrouvé. Certains anciens employés qui ont quitté le service au début des années 2000 ont ensuite évoqué l'affaire lors d'entretiens privés. L'un d'eux, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré « De tels cas ne sont pas rares, mais quand on travaille dans le parc, on nous apprend à ne pas poser de questions qui n'ont pas de réponse. » Le matin du 9 juillet 1997 a commencé comme des dizaines d'autres au siège du service des parcs nationaux à Bar Harbor. Le temps était clair, avec une légère brise côtière, et le briefing habituel pour les gardes forestiers partant en patrouille. Parmi eux se trouvait Eric Stephen Peterson, 34 ans, l'un des employés les plus expérimentés du parc, qui connaissait les sentiers de côtière d'Acadia comme sa poche. C'était un homme peu loquace, calme et réservé, mais ses collègues le respectaient pour cela. Peterson n'était pas enclin à l'exagération, à la panique ou à la fantaisie. Tout ce qu'il rapportait était toujours vrai. Ce jour-là, il devait patrouiller dans la partie sud-est du parc, notamment sur le sentier menant à Otter Cliffs, une falaise célèbre surplombant l'océan très apprécié des touristes. Le temps était parfait, une matinée sans vent, un ciel dégagé et une visibilité à des kilomètres à la ronde. Eric s'est mis en route à 8h45. Il avait emporté son équipement habituel, une radio, de l'eau, un carnet d'observation et un couteau de poche. Il portait son uniforme de garde forestier et un coupe-vent léger. Il voyageait léger car la vérification de l'itinéraire ne nécessitait ni tente ni grand sac à dos. Son signal était stable. À 9h38, il signala qu'il avait atteint le départ du sentier Beechcroft Trail. À 10h21, il remarqua les traces d'un feu de camp récent en dehors de la zone autorisée et laissa un avertissement. Tout se déroulait comme prévu. Vers 11h05, il transmit le message suivant. « Je vois 3 personnes devant moi. Elles se tiennent sur le sentier, face à moi. Aucun contact pour l'instant. Je vais essayer de m'approcher d'eux. » Le message a semé une légère confusion. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs dans le parc en semaine et personne n'avait signalé de parcours dans cette direction. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. 1 minute plus tard, Eric était de retour en ligne. Il ne répond pas. Il reste là, silencieux. Il ne semble même pas m'entendre. C'est très étrange. Ils sont à environ 30 mètres. Le répartiteur a confirmé la réception et lui a conseillé d'approcher avec prudence. 2 minutes se sont écoulées, sans qu'aucun son ne vienne troubler le silence. À 11h09, Eric a transmis un autre message, cette fois d'une voix tendue. « 1 seconde, monsieur. » Le signal a été perdu. Eric Stephen Peterson n'a plus donné signe de vie. Le premier groupe de rangers est arrivé à l'endroit où Peterson était susceptible de se trouver à 13h40, un peu plus de 2 heures plus tard.
Ils s'attendaient à trouver le ranger lui-même ou, à tout le moins, ses traces. Au lieu de cela, ils ont trouvé sa radio dans l'herbe, à environ 5 mètres du bord du sentier. Il n'y avait aucun signe de lutte, de chute ou de panique. Les empreintes de Peterson menaient sans machette bien si à la falaise, mais elles s'arrêtaient ressensées brusquement sur un terrain plat. Elles avaient littéralement disparu. Cependant, il y avait d'autres empreintes à proximité. De nombreuses Domstrasse de lourdes chaussures de randonnée qui se croisaient, formaient des boucles et s'arrêtaient également brusquement dans un rayon à peu près identique. La composition du sol et son taux d'humidité, à cette période de l'année, facilitaient la lecture des traces. Un expert en pistage, ayant 20 ans d'expérience, appelé pour aider à l'enquête, a déclaré plus tard. On dirait que 5 ou 6 personnes se tenaient ici, mais elles ne sont pas parties par le sentier. Elles ont simplement cessé d'exister ici. Il n'y a aucune trace de retraite, seulement d'arrivée. À ce stade, l'enquête était déjà en cours. Compte tenu de l'urgence et des circonstances, l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Hancock a été appelée, ainsi que plusieurs volontaires parmi d'anciens membres des forces de l'ordre. Au cours des 24 heures qui ont suivi, toute la zone d'Otter Cliffs, y compris les sentiers adjacents, les corniches rocheuses et les pentes côtières, a été passée au peigne fin. Les tentes d'observation ont été installées et des patrouilles ont été organisées 24 heures sur 24. Aucun corps, équipement ou signe de chute n'a été trouvé. Le 3e jour, les sauveteurs ont descendu les falaises en rappel dans l'espoir que Peterson ait pu tomber et perdre connaissance. Les recherches le long du littoral n'ont rien donné. La zone où le garde forestier avait disparu est devenue un véritable mystère. La seule chose qui restait était sa radio, gisant sur le sol, et des dizaines d'empreintes étranges qui ne menaient nulle part. Des rumeurs ont commencé à circuler. L'un des jeunes employés en service à la station de communication ce jour-là a rapporté anonymement que la voix d'Eric dans son dernier message semblait à peine audible. Selon lui, il y avait un étrange bruissement dans l'air, comme un faible murmure d'eau ou un grondement lointain. Ces détails ne figurent pas dans le rapport officiel, lorsque les recherches ont été officiellement suspendues. 10 jours plus tard, l'un des dossiers les plus inexplicables et les plus troublants de l'histoire du parc national d'Acadia est resté dans les archives. Cependant, la disparition d'Eric Peterson n'est pas tombée dans l'oubli. Toutes les quelques semaines, la zone était à nouveau fouillée. En novembre de cette année-là, la saison hivernale a commencé dans le parc et les gardes forestiers ont réduit le nombre de patrouilles sur les sentiers isolés. La zone des falaises Otter Cliffs a été fermée jusqu'au printemps, tout comme la plupart des sentiers côtiers. Près de 3 mois se sont écoulés. En février 1988, exactement 121 jours après la disparition d'Eric, 3 touristes du New Hampshire sont arrivés dans le parc. Ils avaient prévu de passer la nuit près des falaises côtières, profitant d'une brève période de redoux. Dans la zone de la descente ouest vers les falaises, ils ont commencé à rassembler de grosses pierres pour construire un foyer. L'une des pierres était anormalement légère et s'enfonçait profondément dans le sol, révélant un espace creux sous les rochers empilés de manière approximative. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu. Au début, les randonneurs ont pensé qu'il s'agissait des restes d'un ancien équipement. Mais en creusant un peu plus profondément, ils ont vu des fragments d'une côte, puis un tibia. Les gardes forestiers ont été appelés sur les lieux. Les experts légistes ont confirmé qu'il s'agissait des restes d'Eric Steven Peterson. Son crâne était fracassé, mais pas à la suite d'un coup. Selon les conclusions de l'expert, cela avait été causé par une pression prolongée exercée par des pierres. Il s'est avéré que le squelette complet du garde forestier avait été retrouvé dans une position anormale, courbé et apparemment compressé.
L'étrangeté résidait ailleurs. À l'extérieur du crâne et des côtes, il y avait de petites entailles, comme si elles avaient été griffées par une multitude d'objets tranchants. Aucune n'était suffisamment profonde pour être mortelle, mais elles étaient trop nombreuses, plus de 200 sur l'ensemble du squelette. Cela ne semblait pas être l'œuvre d'un animal. De plus, sur l'un des fragments restants du moule, il y avait des traces de saleté ancienne. Elle était toutefois d'une couleur bleutée, étrange, et avait une composition minérale inhabituelle. L'analyse n'a pas permis de déterminer son origine avec certitude. La découverte suivante ne fit qu'empirer les choses. À 22 mètres de l'endroit où les os avaient été trouvés, sous les racines d'un vieil arbre tombé, une autre anomalie fut découverte. Une zone piétinée avec des centaines d'empreintes de chaussures qui se croisaient, menant de nulle part vers nulle part. Des tests tenus en laboratoire révélèrent plus tard que certaines des empreintes correspondaient effectivement à la forme et à la taille de bottes militaires des années 1960. Les autres étaient limite plus modernes, mais sans motif clair. Aucun mouvement de groupe n'a été signalé sur les sentiers à proximité le jour de la disparition d'Eric. De plus, selon les archives de juillet 1987, seuls 2 touristes s'étaient officiellement enregistrés pour passer la nuit dans la zone sud, et tous 2 avaient choisi de séjourner de l'autre côté du parc. Les caméras à l'entrée n'ont enregistré aucun groupe important. D'où venaient donc ces dizaines de paires d'empreintes? Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les gardes forestiers. Selon des informations non confirmées, un officier supérieur, qui a souhaité rester anonyme, a affirmé que de telles silhouettes observatrices étaient déjà apparues dans la région auparavant. Toutefois, elles n'ont pas été mentionnées dans les rapports, mais seulement transmises oralement d'une équipe à l'autre. L'essentiel des récits était toujours le même. Des personnes se tenaient près du sentier, silencieuses, immobiles, souvent de dos ou de profil. Elles ne réagissaient pas et ne bougeaient pas, comme si elles n'étaient pas vivantes. L'un de ces récits a été consigné dès 1982. À l'époque, il avait toutefois été écarté comme étant le fruit de l'imagination d'un nouveau venu. Selon les données officielles, le FBI n'a pas participé à l'enquête. Cependant, une copie confidentielle du rapport a été trouvée dans les archives de la sécurité du parc, inaccessible à la base de données interne. Par la suite, plusieurs itinéraires dans la région d'Otter Cliffs ont commencé à être patrouillés par 2 employés à la fois, et le nombre de patrouilles solitaires a été considérablement réduit. Le cas de la disparition et de la mort d'Eric Peterson est toujours officiellement classé comme un « accident aux circonstances inconnues ». Malgré la découverte de ses restes, sa famille n'a pas reçu d'explication complète. La question principale reste sans réponse. Qui étaient les personnes qu'Eric a vues sur le sentier? Et pourquoi les traces ne menaient-elles nulle part? Les informations relatives à cette affaire sont régulièrement supprimées des actualités locales. Certains détails n'ont été révélés que grâce à des chercheurs indépendants. Mais la version officielle reste la même. Le garde forestier est mort dans un accident. Au printemps 1998, une nouvelle équipe de patrouilleurs est arrivée au parc national d'Acadia. L'itinéraire traversant Otter Cliffs a été rétabli, mais sous une forme modifiée. La section où le corps d'Eric a été retrouvé a été exclue des sentiers principaux. Les nouveaux employés n'avaient pas l'interdiction formelle de s'y rendre. Cependant, lors des briefings, ils avaient pour consigne de ne pas s'attarder dans la zone de la falaise et de signaler toute anomalie. Plusieurs jeunes gardes forestiers ont été surpris par le détail des instructions relatives à l'utilisation de la radio, notamment les règles à suivre si personne ne répondait à l'autre bout, mais que la réception était normale. Dans ce contexte de prudence, des informations internes ont commencé à fuiter. L'un des employés temporaires,
qui ne travaillait dans le parc que depuis quelques mois, a écrit plus tard dans un blog privé qu'alors qu'il patrouillait à Otter Cliffs, il était tombé sur un groupe de touristes qui se tenaient dos à la falaise. Il les avait salués, mais n'avait reçu aucune réponse. Les personnes ne bougeaient ni pas. En s'approchant, il a ressenti un froid étrange, même si c'était en juillet. Selon son récit, il a alors reculé, gravi une colline et regardé en arrière, mais le site était vide. Il n'y avait personne. Ces récits n'ont jamais été officiellement consignés, mais ces histoires ont continué à circuler parmi les employés. Beaucoup se souvenaient d'un incident survenu en 1983, lorsqu'un groupe scolaire en excursion à la falaise avait soudainement découvert un homme debout au bord du précipice qui ne répondait pas et avait soudainement disparu. L'incident n'avait pas non plus été signalé à l'époque. C'est peut-être pour cela que la mort d'Eric Steven Peterson a fait tant de bruit. Elle était trop réelle pour être ignorée. Un rebondissement intéressant s'est produit en 2002, lorsqu'une équipe de recherche, travaillant sur les archives du Parc national, a déniché de vieux documents. Dans l'un des journaux de 1976, un rapport indiquait que sur la route près d'Otter Cliffs, des personnes se tenant silencieusement près d'un arbre avaient été signalées pendant 4 jours consécutifs. Personne ne leur a posé de questions et peu après, toute mention d'elles a disparu. Depuis lors, aucun cas officiel de disparition n'a été signalé dans la région d'Otter Cliffs. Les forums Internet consacrés aux disparitions dans les parcs nationaux continuent de débattre de cette affaire. Certains chercheurs soulignent des coïncidences, des cas où des témoins rapportent avoir vu des groupes de personnes silencieuses disparaître soudainement, sans laisser de traces ni de pistes. On ignore toujours ce qu'Eric Peterson a vu exactement sur le sentier ce jour-là, en juillet. Était-il victime d'une illusion, d'un état mental mystérieux, ou s'agissait-il de quelque chose d'autre? Mais depuis lors, la plupart des gardes forestiers travaillant dans ces zones ont adopté une règle simple. Si vous voyez une silhouette immobile au bord du précipice, ne vous approchez pas. Jamais. Sarah Elizabeth Newton, une employée du service des parcs nationaux, âgée de 30 ans, était considérée comme l'une des gardes forestières les plus fiables et les plus disciplinées affectées à la partie est du parc national des Great Smoky Mountains. Originaire de Knoxville, dans le Tennessee, elle travaillait dans le parc depuis 6 ans, patrouillant dans des zones reculées le long de routes forestières en gravier, vérifiant les sentiers, observant la faune et signalant les risques d'incendie. Elle était connue pour ne jamais déroger à son emploi du temps, ne jamais ignorer sa radio et ne jamais abandonner son équipement sans raison. C'est ce qui rendit sa disparition en octobre 1994 si inquiétante. Le samedi 9 octobre, Sarah est partie en patrouille solo le long de l'Indian Gap Road. Cette vieille route de campagne traverse une zone densément boisée entre Newfound Gap et Cherokee Orchard. Elle conduisait une Jeep Ford Bronco verte avec des plaques d'immatriculation du département et du matériel à l'intérieur. Le contact radio a été maintenu jusqu'à 15 heures. Elle s'est manifestée à 2 reprises, signalant que tout allait bien. Le dernier message est arrivé à 15h14. Sarah a mentionné qu'elle avait pris une route secondaire pour vérifier un ancien parking près d'un ruisseau. Comme elle ne s'était pas manifestée à 16h30, le centre de dispatching n'a pas donné l'alerte dans un premier temps, car il y avait déjà eu des retards dus à une mauvaise réception du signal par le passé. Mais à 18h, Sarah n'était toujours pas revenue à la base et ne répondait pas aux appels répétés. Son collègue de service, Douglas Lane, a alors commencé ses propres recherches le long de l'itinéraire de patrouille présumé. Vers 19h,
il a trouvé la Jeep de service sur une route forestière sans nom dans une zone connue localement sous le nom de Colville Ridge. Une route étroite et sinueuse avec une végétation dense et des pentes raides des deux côtés. La voiture était garée dans un virage, les phares allumés et le moteur en marche. La portière du conducteur était entr'ouverte. Ni Sarah ni aucun signe de sa présence n'était visible. Il n'y avait aucun signe d'accident, de lutte, ni de traces de pneus d'autres véhicules ou d'empreintes de pas, à l'exception de celles laissées par les pneus du SUV. À l'intérieur, le registre de service était ouvert et la radio était à sa place et fonctionnait. Les chaussures, les documents, la casquette et la veste de Sarah se trouvaient tous dans la voiture. Le coffre était fermé et contenait une trousse de premiers secours, une réserve d'eau et un jeu de cordes de remorquage. Un appel au service du parc a déclenché le déploiement d'une équipe de recherche dans les 40 minutes qui ont suivi. La première vague de gardes forestiers est arrivée sur les lieux à 19h40 avec des lampes torches et des chiens. Étrangement, les chiens ont refusé de suivre la trace depuis la voiture. Ils ont reniflé le siège et le sol près des portes, mais n'ont détecté aucune odeur. Cette nuit-là, une légère brise soufflait, sans précipitation, et la température était d'environ 10 degrés. Les recherches dans les environs n'ont rien donné. Sarah semblait s'être volatilisée, elle n'avait même pas laissé d'empreinte. Le lendemain matin, des moyens aériens et des volontaires se sont joints à l'opération. Ils ont ratissé plus de 13 km/h dans un rayon autour du lieu où la Jeep avait été retrouvée. Aucun signal, aucun vêtement, aucun morceau de tissu, aucune trace de sang, aucun cheveu. Il n'y avait aucune trace de la femme disparue dans le fossé, le ruisseau ou les buissons. L'un des enquêteurs a déclaré dans son rapport « Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'elle avait quitté la voiture à pied ». C'est précisément cette incapacité à reconstituer les dernières secondes de sa présence qui a suscité non seulement l'inquiétude de l'équipe, mais aussi un sentiment étrange et oppressant. La Jeep roulait comme si elle était sortie une seconde et n'était jamais revenue. Mais alors, où avait-elle bien pu aller en quelques secondes, sans laisser la moindre empreinte sur le sol humide et mou? Dans les jours qui ont suivi, la zone autour de Colville Ridge s'est transformée en camp de coordination. Des maîtres chiens, des gardes forestiers, des volontaires de militaires et des pompiers y travaillaient tous. Un hélicoptère a survolé la lisière de la forêt de Newfound Gap à Tree Mountain Ridge, tournant en rond le long de la crête. Mais même depuis les airs, la zone ne présentait rien de suspect. Aucun arbre cassé, aucune trace d'incendie, aucune tache de couleur vive provenant de vêtements. Sarah avait disparu à quelques dizaines de pas de la voiture, qui était en marche et allumée au milieu de la route, où même à midi, un animal rare n'aurait osé s'approcher. Son frère, Jeremy Newton, un ancien marine, est arrivé dans la soirée et s'est immédiatement joint aux recherches. Il affirmait bien connaître les habitudes de Sarah et ne croyait pas à un accident. Il a suivi les ruisseaux et descendu dans les basses terres, a grimpé le long de la falaise, partout où il était possible de glisser ou de se cacher, même par accident. Il a beau été le premier à remarquer deux détails étranges qui ne figuraient pas dans le rapport officiel. Tout d'abord, à environ 60 mètres de la voiture, il trouva une zone où l'herbe était profondément enfoncée, comme si quelqu'un avait traîné un objet long et lourd, tel un sac à dos ou un corps, sur le sol. Mais cette zone commençait et se terminait dans les bois, sans laisser de traces évidentes. Des photos furent prises, mais elles ne furent donc pas incluses dans le dossier. Deuxièmement, il a remarqué que l'une des bouteilles d'eau en plastique trouvées dans la voiture avait été coupée sur le côté, comme avec un couteau. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée dessus. Au 11e jour des recherches, la zone a été bouclée. La version officielle, implication criminelle possible ou menace pour la sécurité. Dans une correspondance non officielle,
l'un des enquêteurs a écrit « La zone est comme un piège. Tout ramène à la voiture, mais rien ne s'en éloigne. » 3 semaines après sa disparition, à 5 km au sud, un groupe de chasseurs locaux a découvert une trace étrange. Dans la terre humide près d'un lit de ruisseau asséché, il y avait une seule empreinte distincte, celle d'une botte de femme, de la même taille que celle que portait Sarah. Le problème était que la botte était tournée vers le bas, vers le ruisseau, et qu'il n'y avait aucune autre empreinte ni trace de dérapage à proximité. C'était comme si elle s'était tenue au bord et avait disparu sans faire un pas. Après cela, l'enquête n'avait plus aucune hypothèse valable. Le corps, les vêtements, l'arme, tout avait disparu. Pas d'attaque animale, pas d'accident, pas de départ volontaire. Tout était resté en place, sauf la personne. 1 an plus tard, en novembre 1995, l'un des gardes forestiers chevronnés, William Crawford, qui avait pris sa retraite, accorda une interview anonyme à un animateur de radio local. Il affirma qu'il y avait eu 3 disparitions signalées dans la région de Colville Ridge au cours des 30 dernières années. L'une concernait un garçon du camp dans les années 1970. La deuxième concernait un pêcheur au début des années 1980. Aucun d'entre eux n'avait jamais été retrouvé. Il a également déclaré qu'en 1991, 5 ratons laveurs morts avaient donc été retrouvés à 2 miles à l'est de cette zone, dans un rayon de 50 pieds, sans blessures apparentes. Il avait été conclu à l'époque qu'ils avaient donc été empoisonnés, mais l'analyse vétérinaire n'avait révélé aucune trace de toxine. Leurs poumons étaient hommes comme s'ils s'étaient affaissés, comme après une décompression soudaine. Personne n'a directement lié cet épisode aux disparitions, mais il en a été mentionné dans les rapports officiels. Sarah n'a jamais été retrouvée. Ni son corps, ni ses effets personnels, ni ses os, ni ses vêtements n'ont réapparu 1 an plus tard, ni 10 ans plus tard. Son dossier reste ouvert à ce jour et dans les archives officielles des gardes forestiers du parc national des Great Smoky Mountains, une note distincte figure dans son dossier. Aucune explication physique à sa disparition. À ce jour, les nouvelles recrues qui partent en patrouille dans la région ont pour consigne de rester en contact radio toutes les 15 minutes, ne pas arrêter la voiture sans raison, et toujours partir en patrouille à 2. Sarah Newton n'est pas seulement une employée disparue. Son cas est la ligne à ne pas franchir, même pour les gardes forestiers expérimentés, qui cessent alors de tirer des conclusions logiques. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Cela nous aidera à continuer à publier des vidéos comme celle-ci. Écrivez dans les commentaires quelle histoire vous trouvez la plus mystérieuse et ce que vous pensez qu'il se passe dans ces endroits. Prenez soin de vous et nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines enquêtes.